Salut, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour un livre que j'ai eu un tout petit peu avant sa sortie puisque les éditions du Cerf m'ont fait l'amitié de me l'envoyer et je les en remercie. Donc ce livre, c'est un livre de Fathia Agagboudjala, les Nostalgériades, donc Nostalgie, Algérie et Jérémiade. Donc c'est un livre qui fait suite à deux autres livres qu'elle a écrits. Donc c'était deux essais qu'on a chroniqués sur la chaîne. Donc je te mettrai les liens en description pour que tu ailles voir. C'était Le Grand Détournement et Combattre le voilement. Voilà, donc deux essais qui m'avaient beaucoup plu, qui étaient extrêmement rigoureux sur des sujets compliqués, sur des sujets polémiques, mais qui sont traités avec sérieux, rigueur et avec beaucoup d'intelligence. Donc je te laisse aller les voir. Du coup, la barre était assez haute pour ce livre-là et je vais te dire ce qu'il en est tout de suite après. Avant ça, je voudrais te présenter du coup Fathia Agagboudjala. C'est une professeure, elle est également essayiste, comme je viens de te le dire, puisqu'elle a écrit des essais. Elle est également militante laïque. Elle a été distinguée par une association qui s'appelle le Comité République Laïcité en 2019. Et elle est très engagée sur les réseaux sociaux également, où elle défend la laïcité et une laïcité un petit peu particulière, comme on va le voir, ou peut-être pas si particulière que ça. Allez, on est parti cette fois pour le livre. Alors le but de la vidéo va pas être de faire une liste exhaustive de tous les points qui sont abordés par l'auteur dans ce livre, puisque le but est que vous alliez vous-même lire ce livre, parce que c'est vraiment un livre qui vaut le coup. Voilà, spoiler alert, je vous le dis, c'est un livre qui vaut le coup et que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, pourquoi je l'ai beaucoup aimé? Eh bien, c'est pour des points qui ont été développés, qui m'ont particulièrement parlé, qui m'ont particulièrement touché pour certains, puisque ce livre, en fait, est plus un récit qu'un essai par rapport aux autres livres qu'elle a écrits. C'est-à-dire que dans ce livre, en fait, Fathia Agagboudjala va beaucoup parler d'où elle vient en termes de milieu social. Elle va nous parler également de ses origines. Elle va nous parler également de son contexte familial. Donc elle va se livrer un petit peu, mais on n'est pas dans une autobiographie ou dans un récit, je veux dire dans un témoignage, en fait. Fathia Agagboudjala ne fait pas seulement que raconter son histoire, elle nous en présente également l'analyse. Donc elle nous présente son histoire, mais c'est fait avec beaucoup de pudeur. Elle ne dévoile que les points qui sont intéressants et importants pour les sujets qui sont traités dans le livre. Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup parlé pour cela, et je pense qu'elle aurait dû le faire avant, parce que c'est vraiment un livre voilà, qui nous explique d'où elle part, d'où elle parle, et pourquoi du coup elle a les positions qu'elle a, puisque certains ont parfois un petit peu du mal à comprendre les positions qui sont les siennes, puisqu'elle se réclame, elle le redit dans ce livre, elle se réclame d'un féminisme universaliste, elle se réclame de l'universalisme, elle se réclame de la laïcité dans sa compréhension française. Et si elle le fait, eh bien c'est parce que cette république, cette laïcité et ce féminisme français, contrairement à ce que beaucoup voudraient nous dire, eh bien lui ont donné les armes et les outils pour devenir la personne qu'elle est et pour s'affranchir et s'émanciper de sa condition, de ses conditions de départ, ce qui est le grand rêve français et ce qui m'a particulièrement parlé, puisque je suis également d'accord avec elle sur ces points-là, sur ces sujets-là, et exactement pour les mêmes raisons. Alors au premier chapitre, eh bien le chapitre s'appelle « Dis-leur d'où tu parles ». Donc du coup, eh bien elle nous explique d'où elle parle. Donc elle nous fait savoir que, eh bien elle a grandi dans une famille nombreuse. Elle nous fait savoir également qu'elle est originaire d'Algérie. Elle nous fait savoir également que, eh bien, elle a une histoire particulière avec son papa qui les a abandonnés en Algérie pour les raisons que je vous laisserai découvrir dans le livre. Elle raconte également que, eh bien, il y a eu des anecdotes quand elle est allée en Algérie qui ont été assez, comment dire, douloureuses pour elle, dans le sens où c'est pas tellement la violence, c'est la compréhension rétroactive, j'imagine, qui ont semé des graines en fait dans sa tête, comme cette fois où elle raconte, où elle est allée en Algérie jouer, donc elle était dehors, elle voulait jouer avec ses frères, comme elle le faisait en France, hein, j'imagine. Sauf que ses frères lui ont dit, attends, mais là on n'est pas du tout en France, tu vas rentrer parce que voilà, ici on fait pas comme ça. Et en fait, elle est rentrée et elle s'est dit, oui, c'est vrai, ici, on n'est pas en France. Et c'est peut-être, en fait, ce genre d'anecdote, si on peut appeler ça une anecdote, mais c'est ce genre, en tout cas, d'action qui lui ont fait
prendre en compte et comprendre qu'il y a un patriarcat arabo-musulman qui est extrêmement coercitif et qui est très très prégnant dans les sociétés maghrébines. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que, eh bien, les gens, quand ils émigrent, alors ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui extrapole, c'est pas écrit dans le livre, mais forcément, ces gens, quand ils viennent d'Algérie, les immigrés, eh bien, ils perdent pas cette, ils sont porteurs, en fait, ils ont incorporé ce patriarcat oriental arabo-musulman. Et ce patriarcat, en fait, ne disparaît pas à la frontière. Forcément, il se retrouve dans nos quartiers français. Et elle part justement de cette Algérie-là pour nous faire comprendre qu'elle a compris qu'il y avait un patriarcat blanc et occidental et qu'il y avait également un patriarcat arabo-musulman. Et que ces deux patriarcats ne sont pas les mêmes dans la forme et qu'ils ne sont pas non plus pratiqués sur le même niveau. Voilà. Donc elle nous dit d'où elle parle. Ensuite, elle nous fait un chapitre qui s'appelle « Au bled, ça ne coûte rien ». Et donc dans ce chapitre-là, elle va beaucoup nous parler de la relation fantasmée qu'ont les enfants d'immigrés ou les personnes qui ont des origines au Maghreb. Eh bien, cette relation fantasmée qu'ils ont au bled. Et elle nous explique le pourquoi du comment, tout simplement. Elle nous dit, par exemple, alors je vais pas tout vous dire, hein, je vous donne quelques exemples, mais elle nous dit que, eh bien, quand ils vont au bled, c'est seulement pendant les vacances, c'est-à-dire ce moment où tout le monde est content là-bas au bled, c'est-à-dire ce moment où tout le monde les attend comme français, puisque la monnaie française est beaucoup plus forte. Alors là, c'est l'euro, mais même avant, le franc français était beaucoup plus fort que la monnaie algérienne. Du coup, quand on arrive là-bas, eh bien, on a l'impression d'être riche, et du coup, les gens qui vous accueillent avec voilà cette préhension-là. Vous êtes le français qui a de l'argent. C'est un a priori, un présupposé, mais qui a un sens. Et donc du coup, eh bien, la personne qui vit en France et qui va seulement pendant les vacances au bled, eh bien, elle voit tout le monde qui sourit. Elle voit aussi ses parents qui sont plus à l'aise dans leur pays d'origine que en France. Elle voit aussi la maison que souvent les immigrés financent au pays alors qu'ils vivent dans des appartes miteux en France. Et ça, c'est pareil. C'est un angle qui m'a beaucoup intéressé. Bien que j'étais déjà au courant, mais le fait de le verbaliser, c'est intéressant, c'est qu'elle nous dit que souvent, on a des gens à gauche, elle prend comme exemple le syndicat Sud, mais voilà, souvent, de toute façon, les gens à gauche disent, voilà, les immigrés, les musulmans, vous êtes discriminés au niveau de l'habitat, sans jamais prendre en compte qu'il y a aussi d'autres paramètres. Un paramètre important, c'est l'arbitrage, en fait, que font les parents quant à leur budget, c'est-à-dire qu'ils préfèrent être dans des appartements qui ne sont pas chers en France pour pouvoir financer une maison au bled. Et c'est vrai que, eh bien, les enfants d'immigrés ont tendance à un petit peu rejeter l'amertume de vivre dans des quartiers ou dans des cités sur la France et de ne pas voir que leurs parents ont aussi fait un choix à ce niveau-là et qu'ils ont choisi de vivre dans une zone prioritaire ou dans un quartier difficile plutôt que d'aller peut-être prendre un appart moins grand dans un meilleur quartier, ou peut-être prendre un autre appart plus cher dans un meilleur quartier et de ne pas financer une maison au bled, par exemple. Elle nous parle également d'autres anecdotes, comme par exemple un de ses élèves qui pensait que l'eau était gratuite en Algérie, et du coup, ben voilà, ça ferait du bled un endroit qui est où il fait meilleur vivre qu'en France. Voilà, elle nous parle de tout un tas de petites anecdotes comme ça qui montrent que les gamins en fait ne connaissent pas du tout le bled. Elle a appris par exemple à un de ses élèves ou une de ses élèves, je me souviens plus, mais qu'il y avait parfois de la neige en hiver en Algérie. Elle n'était pas au courant. Voilà, donc c'est des enfants en fait qui ont dans leur tête une idée fantasmée du bled et qui n'arrivent pas à s'enraciner en France, tout simplement parce que, eh bien déjà, on a des gauchistes blancs qui les assignent à identité, ne serait-ce que dans leur regard, ne serait-ce que dans la manière dont ils décrivent également ces immigrés qui ne devraient pas ressembler aux Français puisqu'ils sont exogènes et ils doivent le rester, s'intégrer ou s'assimiler. Voilà, c'est jamais dit explicitement, mais j'aime bien par exemple comment dire, l'expression et la manière dont explique Fathia Agagboudjala dans ce livre, c'est de nous dire que, eh bien, la gauche pense pouvoir détenir l'AOP ou l'AOC musulmans ou immigrés. C'est-à-dire que c'est eux qui tracent les lignes et qui expliquent en fait comment doit être un immigré et comment doit être un musulman ou une bonne musulmane. C'est eux qui savent. Et du coup, ils assignent les gamins à identité et du coup, eh bien, ils ont du mal à s'enraciner en France. D'autant plus que souvent la France est réduite par ces mêmes personnes à un tas de services, c'est-à-dire c'est des guichets. La France, c'est comment dire, c'est les allocations
situation familiale, c'est la sécurité sociale, c'est les papiers, c'est un peu plus d'argent, c'est voilà, c'est tout un tas de services. Mais en fait, on n'apprend pas à ces enfants, même à l'école, à aimer la France, à l'aimer de par son histoire, à l'aimer de par voilà où on en est au niveau social aujourd'hui. Eh bien, c'est le fruit d'une longue lutte sociale. C'est pas que la France est meilleure que le bled, ou c'est pas que la France est supérieure à l'Algérie. C'est tout simplement qu'il y a une histoire qui est différente, qu'il faut connaître et comprendre, et qui permettrait à ces enfants d'aimer la France et de s'enraciner dans ce pays et de se sentir beaucoup plus français qu'ils ne peuvent se sentir là déjà parce qu'ils sont français au final, mais ils ne s'autorisent pas à être heureux en France par un conflit de loyauté aussi par rapport aux parents, puisque eh bien ils voudraient paraître de bons Algériens, voilà, pour peut-être parfois essayer de redorer un petit peu le blason de leurs parents qui ont cette faille narcissique d'avoir dû partir du bled pour avoir une vie meilleure en France. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris les passages dont nous parle Madame Agag Boudjala dans ce livre-là. C'est vrai que c'est un angle intéressant. Elle nous parle également dans ce livre, en prenant pour exemple une anecdote qui est arrivée à son frère, elle nous parle des travailleurs confessionnels, c'est-à-dire on a des médecins islamiques, aujourd'hui on peut le voir, c'est pas expliqué dans le livre, mais on a des psychologues islamiques, on a des médecins islamiques, on a des coiffeurs islamiques, enfin bref, tout est décliné pour que eh bien vous restiez enfermés dans votre communauté, et cette connivence de communauté eh bien n'est pas bonne, elle n'est pas bonne pour les gens eux-mêmes, puisque pour les musulmans eux-mêmes, je veux dire, parce que eh bien vous n'allez pas vous comporter pareil devant quelqu'un qui fait partie de votre communauté, vous allez vouloir montrer une belle image de vous, vous allez aussi vouloir vous montrer plus musulman que vous ne l'êtes habituellement, vous allez vouloir donner des gages de votre bonne manière de pratiquer l'islam, c'est ce que Fatia Agag Boudjala appelle le surmusulman dans ce livre, où elle explique ce phénomène qui fait que eh bien on a toujours envie de montrer à tout le monde qu'on est un bon musulman. Donc c'est la surenchère dans la pratique, c'est la surenchère en tout cas dans l'apparence, et le fait aussi d'aller voir des commerçants ou des médecins communautaires ne nous met pas complètement à l'aise quand on est musulman, puisque eh bien il s'agit de quelqu'un qui fait partie de la communauté. Et puis au-delà de ça, ça crée une communauté complètement artificielle, puisque eh bien en disant voilà, en parlant de Dieu ou en demandant à quelqu'un s'il est musulman ou pas, eh bien on crée une communauté artificielle, et c'est pas forcément ce qu'il y a de bon dans ce pays, parce que on est censé ne reconnaître que les citoyens français. Quelle est ta confession, quelle est ta religion, quelle est ta communauté ne devrait pas être une question en France. Elle nous parle aussi de cette société où aujourd'hui il faut être victime de tout et tout le temps, et où c'est la surenchère de victimisation, où la subjectivité est plus importante que l'objectivité, où voilà, on écoute beaucoup le ressenti. En tout cas, on écoute le ressenti, nous dit Fatia Agag Boudjala, quand il rentre dans le narratif, puisque ce sont les bourgeois blancs de gauche qui contrôlent le narratif. Voilà, donc ils vont aider ces pauvres petits sauvages. Il ne faut pas qu'ils s'émancipent, il faut qu'ils restent bien distincts, et il faut qu'on puisse bien les reconnaître au premier coup d'œil. Alors c'est pas exactement ce qui est écrit dans le livre, mais c'est le sentiment que j'en tire, c'est-à-dire que à la lumière de ce qui est écrit dans le livre, je comprends qu'en fait la gauche essaye de fabriquer des musulmans AOC, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des gens en fait qui ne s'intègrent pas, ne s'assimilent pas, et si jamais on leur demande de s'assimiler ou d'être autre chose que des pauvres petites victimes qu'ils doivent rester à vie, eh bien dans ce cas-là, les bourgeois blancs de gauche, eh bien s'énervent et ne sont plus d'accord, puisque un immigré et un musulman doit rester une victime à vie. C'est comme ça qu'ils les aiment, et c'est comme ça qu'ils aiment les aider, les sauver de leur bon cœur, de leur grand cœur et de leur grande tolérance. Eh bien, Fatia Agag Boudjala combat cette victimisation, combat cette posture victimaire dans laquelle on essaye d'assigner les immigrés pour qu'ils n'en bougent pas, parce qu'il y a là un véritable racisme qui vise à faire de l'autre une altérité complètement fabriquée, et à le laisser à sa place d'altérité, et à même contrôler ce qu'il doit être, et à contrôler la manière dont il va s'émanciper, et à en être même les garants, alors que on sait très bien, on connaît tous cette phrase-là, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache et elle se prend. Et c'est aux immigrés eux-mêmes, nous fait comprendre Madame Agag Boudjala dans ce livre, c'est à eux-mêmes de se saisir des armes d'émancipation que contient ce pays pour pouvoir s'émanciper
et s'émanciper de leurs propres conditions, plutôt que d'attendre après des bourgeois blancs qu'ils les libèrent, qu'ils les chouchoutent et qu'ils puissent voilà, contrôler le narratif et contrôler le degré d'émancipation de chacun de ces immigrés. Et Fathia Agag Boudjala va nous parler également dans ce livre de cette vague MeToo. Cette vague, en fait, qui a été une formidable occasion de délier les langues et pour beaucoup de femmes de parler, eh bien, en fait, on a interdit aux femmes non blanches d'avoir ce MeToo-là. Je m'explique. Alors dans le livre, elle nous montre que, eh bien, ces féministes, ces bourgeoises blanches, en fait, vont jusqu'à dénoncer le patriarcat blanc quand il est jusqu'à dans la grammaire, en fait, jusqu'à dans les livres, jusqu'à dans les mots. Et elles sont très promptes à dénoncer le patriarcat quand il est blanc, quand il est occidental. Par contre, elles ne dénoncent jamais le patriarcat arabo-musulman parce qu'il serait, lui, culturel. C'est-à-dire que eh bien, il y aurait des personnes qui seraient faites pour, vous comprenez, c'est leur culture, il y a des gens qui sont faits pour être asservis, il y a des gens qui sont faits pour subir le patriarcat, il y a des gens qui sont faits pour ça, mais surtout pas nous, les bourgeoises blanches. Ce qui est bon pour nous, les bourgeoises blanches, n'est pas bon pour ces petits indigènes, pour ces musulmanes, etc. Puisque, eh bien, il faudrait en fait que les luttes contre le patriarcat soient modérées par la culture et la religion qu'ont les nouveaux immigrés, et en l'occurrence la culture arabo-musulmane et l'islam. Et elle pointe cette hypocrisie-là dans le livre, puisque quand on prétend combattre le patriarcat, on le combat absolument partout. On combat pas le patriarcat à géométrie variable. Et c'est pourtant ce que font ces féministes bourgeoises blanches en France. Et c'est très dommageable pour l'émancipation de toutes ces femmes qui viennent dans notre pays, ou alors qui sont de 2, 3 ou 4e génération et qui décident d'adopter un islam plus orthodoxe et plus rigoriste que l'islam de leurs parents, et qui du coup vont s'enfermer en fait dans des pratiques orthodoxes comme le port du voile, qui sont des pratiques antiféministes mais couvertes de bienveillance par ces bourgeoises blanches féministes, eh bien parce que ce serait leur culture à elles. Ces mêmes personnes en fait, alors c'est pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas c'est le même courant de pensée qui dans les années 90 nous rappelle ce livre. Ces gauchistes dans les années 90 ont aussi défendu la dépénalisation de l'excision pour les mêmes raisons, parce que ce serait leur culture. C'est-à-dire qu'il y a une excision qui n'est pas bonne pour les bourgeoises blanches, mais il y a une excision qui est tolérable, c'est celle pour, vous savez, ces musulmans, ces immigrés, là, ces petits sauvages. Donc voilà, c'est un petit peu toute cette hypocrisie qui est dénoncée dans ce livre. Et cette hypocrisie, en fait, voilà, commence vraiment à gonfler tout le monde. Et malheureusement, ça décrédibilise en fait la lutte féministe et le combat contre le patriarcat, qui est un combat, je le rappelle, nécessaire. Et même s'il y a un patriarcat occidental et blanc contre lequel il faut nécessairement lutter également, il est quand même pas au même niveau que le patriarcat arabo-musulman, qui lui pourtant n'est combattu par personne ou très peu de personnes en France, et surtout pas ces bourgeoises blanches féministes, en tout cas se réclamant du féminisme. Alors je voudrais te faire lecture d'un passage du livre en fait où Fathia Agag Boudjala cite la féministe algérienne Wassila Tamzali, parce que je trouve que ça illustre bien le propos que je viens de tenir sur les bourgeoises blanches féministes françaises. Alors, comment et où pouvons-nous trouver le droit d'être des hommes et des femmes libres, sinon dans la résistance à notre culture, à nos traditions religieuses quand elles sont contraires à ces principes? À quoi ont-ils eux-mêmes arraché ces droits, sinon à leurs églises, leur religion, leur culture et leurs traditions? Voilà, donc je vais te faire également encore quelques citations du livre pour te montrer ce que tu vas trouver dedans, et puis pour illustrer un petit peu les propos que j'ai tenus dans cette vidéo jusqu'à maintenant. On est parti. Désormais, le seul statut reconnu et valorisé est celui de victime. Il faut prouver qu'on l'est, de tout et tout le temps. Les ressources humaines des médias et des universités ne sont plus intéressées par les curriculum vitae, recensant un parcours, une trajectoire, une formation, des actions, mais par les curriculum traumae, ou victimae, corrélant la légitimité et la visibilité d'une personne à la somme de ses traumas et à un bingo des oppressions. L'expert n'est plus expert que de lui-même, de son ressenti, de ses souffrances et de celles et ceux qui lui ressemblent. L'expert ne fait que du témoignage. Une autre citation. J'ai toujours à cœur de montrer aux élèves qu'ils ont prise sur leur vie, qu'ils ne seront les otages d'aucun destin funeste,
déterminisme ou malédiction. Pour la majorité d'entre eux, et je le vérifie chaque année comme enseignante, vivre dans un quartier sensible est le fruit d'un arbitrage et ils doivent prendre conscience de cette part d'arbitrage. Ils pourraient vivre dans plus petit, ailleurs. Leurs parents ont fait le choix d'investir au bled et d'avoir une grande maison au pays à la place d'un appartement ici. Sans oublier que le quartier apporte en confort de vie, en service communautaire. Nos élèves ont besoin que les profs de Syndicat Sud leur apprennent qu'ils sont discriminés et stigmatisés par l'habitat. Évidemment, cette dernière phrase est ironique, puisque, évidemment, elle dit précisément le contraire. Une autre citation où elle parle de son frère et elle dit « Mon frère m'a dit un jour ceci. Je suis sûr que tu crois que c'est moi qui oblige ma fille à porter le voile. Ce à quoi j'ai répondu, nous dit-elle, non mon frère. Tu as juste créé un monstre que tu ne peux plus contrôler. Pour ce qui est de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle ne peut pas faire, elle n'écoute plus son père, mais l'imam. » Une autre citation encore, sur le patriarcat, cette fois pour illustrer mes derniers propos. Toutes les sociétés sont patriarcales. Les sociétés les plus religieuses le sont encore plus, avec l'assentiment des femmes elles-mêmes. Et pourtant, quand il s'agit du patriarcat arabo-musulman, nous sommes sommés de taire nos critiques, de suspendre notre vigilance et de fermer les yeux. Pire, le pire étant que ce silence est exigé sur ce qui se passe là-bas, mais aussi sur ce qui se passe ici. Quand on est féministe, on combat tous les patriarcats ou on n'en combat aucun. J'ai beaucoup aimé le passage aussi où Fatia Agag Boudjala nous parle en fait de ces immigrés ou de ces personnes d'origine immigrée à qui on interdit de se revendiquer en fait de l'universalisme ou de la République française. Ces gens qui sont sommés de rentrer dans le narratif victimaire qu'ont fabriqué pour eux les bourgeoises féministes blanches et les intellectuels gauchistes et autres sociologistes de gauche, eh bien il faut que vous soyez un bon immigré, une bonne victime, que vous ne cherchiez pas à vous émanciper comme les Blancs et vous n'aurez pas de problème. Et que vous revendiquiez votre identitarisme, votre particularisme et votre couleur ou votre religion pour dire à quel point la méchante France vous discrimine, comme quoi elle vous handicape, elle vous donne pas toutes les libertés, il y a de l'islamophobie, etc., etc. Il faut rester là-dedans. Si vous vous revendiquez de l'universalisme, des droits français, alors là, vous avez envie de vous émanciper réellement. Et du coup, les gauchistes ne contrôlent plus le narratif et du coup, là, ils sont plus d'accord et ils essayent de vous ostraciser. C'est ce qui se passe souvent pour Fatia Agag Boudjala, à qui on a refusé des débats parce que soi-disant, elle serait impolie et pas capable de tenir un débat, alors que je la crois, moi en tout cas, pour la suivre, je la crois capable de tenir des débats beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus sérieux que bien des gens qu'on écoute à la télé régulièrement. Donc voilà, elle nous parle de tout cet aspect-là et je vais te faire d'ailleurs je vais te lire une petite citation qui résume bien ce passage-là du livre. Cher CSA, chers médias progressistes, représenter la diversité, ce n'est pas inviter un noir ou un arabe face à un blanc. C'est inviter sur le même plateau un noir de gauche et un noir de droite, un arabe indigéniste et un arabe républicain. Il faudrait se rappeler que le fait d'être républicain, le fait d'être universaliste, en fait, ce n'est pas assigné à des considérations colorimétriques, c'est ce que nous rappelle très bien ce livre, ce sont simplement des opinions politiques et elles doivent être vues comme telles. Vous pouvez avoir des blancs, et d'ailleurs il y en a beaucoup, des blancs qui sont indigénistes, et vous pouvez avoir des enfants d'immigrés ou des gens qui ont des origines ailleurs qu'en France, et en l'occurrence au Maghreb, et qui sont de parfaits républicains et qui sont de parfaits universalistes. Et on ne voit pas cette représentativité, on ne voit pas cette diversité d'opinions à la télé, parce que la vraie diversité, elle est là. Elle n'est pas sur des considérations culturelles, religieuses ou colorimétriques. MeToo dénonce d'abord les effets et les moyens du patriarcat et de la culture du viol en Occident. Il doit être aussi l'occasion de dénoncer tous les patriarcats. Ce que se refusent de faire les néo-féministes. Le manque de cohérence s'interroge. Quand on s'associe à la dénonciation du droit de cuissage atavique en Occident, sans contester ici et ailleurs les effets du patriarcat arabo-musulman dont je parle et que je combats, parce que c'est celui que je connais le mieux, celui que j'ai subi en tant que femme dans une famille maghrébine et musulmane. MeToo n'est pas fait pour nous, les non-blanches, parce que l'oppression que nous subissons n'est pas du patriarcat.
c'est de la religion liée à notre identité profonde de non-blanche. Voilà, je pense que j'en ai déjà beaucoup dit sur ce livre. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai vraiment adoré ce livre. Il sort, je le répète, le 15 avril. C'est un livre que je te conseille. Va le chercher, tu verras, tu ne seras pas déçu. Achète-le chez ton libraire. Un très très bon livre. L'impression générale que j'ai eue de ce livre, eh bien, c'est que Fathia Agagboudjala se livre un petit peu. Je ressens en elle cette même irritation et cette même pas rage, mais voilà, cette force, cette puissance de vie qu'on trouve chez les gens qui ont lutté, chez les gens qui ont beaucoup lutté dans leur vie pour s'en sortir par eux-mêmes, pour s'en sortir et s'émanciper par eux-mêmes, par l'intellect, par la connaissance, par le courage, par le travail. Elle le raconte aussi dans son livre. Et ça, c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai dû moi-même avoir la même critique qu'elle a sur les quartiers, la même critique des comportements des gens des quartiers pour pouvoir m'émanciper moi-même et pour pouvoir proposer des chemins d'émancipation à ceux qui me sont proches et qui viennent de ces milieux-là. Et c'est ce que je comprends à la lumière de ce livre, c'est que Fathia Agagboudjala cherche réellement à ce que les gens des quartiers s'émancipent, mais s'émancipent d'eux-mêmes, par leurs propres moyens, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils en sont capables, mais parce qu'ils doivent aussi s'enraciner dans ce pays, parce qu'ils doivent aimer ce pays, et parce que rien ne peut se faire sans eux et sans leur consentement. Voilà, et sans cette envie d'être heureux dans ce pays qui nous est commun et qui s'appelle la France. Je te souhaite une excellente journée. Je te laisse me retrouver sur les réseaux sociaux si tu veux avoir les citations que j'ai eues ici, que j'ai lues. Tu peux également me retrouver sur le site internet. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et un nouveau livre. Ciao, salut.